Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe. On commence un petit peu en retard, on ne va pas préciser l'heure parce que c'est enregistré, mais un petit peu en retard par rapport à la norme chez Caribe, qui est 20h12, comme tout le monde le sait. Et donc ça fait vraiment très plaisir parce que voilà, on accueille les éditions de l'Œil d'Or et pour un nouveau Yen Banks, sans M cette fois, et à nouveau traductrice Anne-Sylvie Massel. Et en fait, ce soir, on avait envie d'une part d'entendre le texte, mais finalement on s'est dit qu'on allait plutôt qu'un jeu de questions-réponses, hein, on ne s'est pas résolu à essayer de tenter une expérience de spiritisme pour faire parler Yen Banks lui-même, même si on a amené du whisky en fait pour le tenter. Je dois avoir une bougie qui traîne. Je le ferai un tout petit peu pareil parce que c'est le dernier entretien qu'il a donné au Guardian à la date oh là là, qui a été publié le 15 juin après sa mort. Mais voilà, donc, il y a quelques extraits qui concernent... et du coup, on pensait plus se le faire sous forme de discussion, lecture, et puis en fait, échange entre des gens qui, plusieurs d'entre nous, aiment vraiment beaucoup les textes de Yen Banks, les connaissent pas trop mal, et donc d'en parler, voilà. Donc du coup, peut-être, de rentrer dans le directement par le texte. Donc c'est l'introduction du livre. L'hiver a toujours été ma saison favorite. Sommes-nous déjà en hiver? Je ne sais pas. Il existe une définition technique qui repose sur les calendriers et la position du soleil. Mais je crois que lorsque les saisons s'écoulent et changent inexorablement, on s'en rend compte, tout simplement. Je crois que l'animal en nous perçoit l'odeur de l'hiver, sans égard pour le cadre imposé pour notre chronologie. L'hiver est une calamité infligée à notre moitié du monde. Que le ciel froid, de plus en plus froid, le soleil bas, de plus en plus bas, extrait de la terre. Quelque chose qui pénètre l'âme et rentre dans l'esprit par le nez, entre dans les dents, franchit la barrière poreuse de la peau. C'est l'hiver, Winter is coming, et en fait on va à la fois vous parler de Yen Banks et de Game of Thrones, dont on va vous spoiler. Non, ça n'a rien à voir avec lui, j'avais rien à voir avec lui. Franchement, en plus, ça n'a vraiment rien à voir avec Game of Thrones. Il y a quand même... Bon, on des existe bien Stark, batailles, évidemment. Il y a une ambiance Stark, il y a une ambiance Stark. Il ne faut pas spoiler la fin. D'abord, il n'y a pas de nain. Stark, ça peut plus les Lannister. Hein, Moi, j'ai fait peut-être une petite question, enfin voilà, parce que j'en aurai que deux de toute façon questions ce soir. Une petite question, c'est dans le travail qu'on sait qu'a entrepris l'Œil d'Or pour s'assurer que toute la partie de l'œuvre de Banks, qui n'est pas traduite en français en fait, va l'être ou sera disponible en fait pour les lecteurs. Voilà, qu'est-ce qui t'a emmené, Jean-Luc, vers Song of Stone, en fait, parmi les différents candidats possibles? Alors, comme d'habitude, je ne lis pas l'anglais, donc je suis toujours un peu frustré. J'essaie d'écouter l'avis des différents lecteurs d'anglais. Et j'avais assez envie, quand j'ai compris qu'il y avait des Yen Banks sans M, qui donc n'étaient pas de la science-fiction, mais qui n'étaient pas nécessairement des livres se déroulant dans un univers, dans notre univers. Déjà de commencer par cela pour faire la transition entre l'effroyable engin que j'ai traduit et les Yen M. Banks que j'ai lu et beaucoup aimé, et les Banks plus mainstream comme on dit. Et donc en apprenant qu'il y avait comme ça quelques textes qui étaient entre les deux indécidables, uchronie, dystopie, étrangeté, je me suis dit prenons déjà cela pour commencer, ça permettra de glisser et d'être pas dans la science-fiction, pas dans le fantastique, mais dans cet entre-deux qui me plaît beaucoup. Et en plus, il y avait, quand on m'a parlé de ce texte, sa dimension guerre indécidée, châtelain un peu pervers, enfin un univers très aristocratique qui me plaisait pas mal en fait. Et puis Anne-Sylvie ensuite m'a convaincu très rapidement que c'était un très bon texte. Moi je trouvais que c'était vraiment un super choix par rapport à l'univers des possibles, donc j'ai vraiment beaucoup aimé que vous alliez sur Song of Stone. J'avais juste en tête, c'est marrant quand même, parce que c'est le premier non-SF, donc sans M, que vous traduisez. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont... on va sûrement en parler ce soir, mais qui sont avec très des jeux de gravure. Très très chouettes. Et en revanche, c'est peut-être... Quand il écrit celui-là en 1997, c'est un moment assez curieux pour Banks, parce que il vient juste de sortir en fait du doute qu'il a eu par rapport à la culture. Parce qu'on l'oublie souvent quand on est des gros lecteurs du cycle de la culture.
quand il a publié les 3 premiers, qu'il n'a pu publier que parce qu'il avait eu du succès en mainstream, et notamment grâce au Seigneur des Guêpes en français, enfin, The Was Factory. Et il a un moment de doute après l'usage des armes, où il se dit, ouais, bon, la culture, ça y est, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire, quoi, l'essentiel est là sur la table. Donc à ce moment-là, il écrit 2 livres assez atypiques, l'un qui est chouette, qui est drôle, enfin que moi j'aime beaucoup, mais qui n'est pas un livre exceptionnel, qui est Against the Dark Background. Ne me demandez pas pourquoi c'est traduit par la plage de verre en français. Enfin, il y a parfois des choses un peu étonnantes. Et puis un autre livre absolument superbe qui est donc Fearsome Engine, Effroyable Engin, qui est donc là. Et puis ensuite, il se remet donc à la culture avec un livre qui marque une rupture dans la culture, qui est Accession, qui justement donne le second souffle en fait à la culture dont il craignait lui-même de ne pas y arriver, d'être un peu au bout de son premier rouleau de la culture. Et après, évidemment, il passera de 3 à 12, donc c'est qu'il en avait quand même sous le pied, et ça, heureusement pour nous. Mais alors, dans une chouette interview faite pour Scottish TV, en fait, au moment de la sortie de Song of Stone, Banks avouait qu'il fait quand même, aussi bien en SF qu'en mainstream, des livres méchants et des livres sympathiques. Et que, en fait, son livre précédent en mainstream, c'était 8 en 95, et 8 c'est un livre sympathique. Et il n'aime pas faire 2 livres sympathiques à la suite. Il a horreur de ça. Donc il a fait un livre méchant. Cruel, dur, pervers. Les 2 s'allient assez. Il n'a pas fait qu'un livre. Enfin, pour lui, c'est pas qu'un livre pervers aussi, parce que si j'en crois, donc. Bien sûr que c'est pas que un livre pervers, ouais. Mais ça rentre quand même dans la catégorie pour lui des livres où c'est plus dans la zone justement du Seigneur des Guêpes ou de Complicity, un homme de glace en français, que dans la zone plus sympathique. C'est vrai que c'est ces mots sympathiques de Wheat ou de Espeder Street qui sont des livres. C'est pas non plus des. En fait, ça se joue quand même sur est-ce que le narrateur est un chic type? Ça remet une cause aussi, la perversité. Est-ce de la perversité? Et qu'est-ce que nous considérons comme de la perversité? En quel temps? Et comment? Alors, pourquoi? Moi, je pensais pas nécessairement... là, quand je disais perversité, c'était pas tant en termes moraux, par rapport à ce qui se passe dans le livre, c'est plus en termes de perversité, de narration et de façon, effectivement, de jouer avec la lectrice ou le lecteur, qui est une des choses, je pense qu'il y a une des choses les plus délectables chez Banks, c'est qu'on sait que n'importe quelle situation exposée de façon apparemment compréhensible, claire et tout, on peut être sûr, dès qu'on connaît un peu Banks, que ça sera tout autre chose, que c'est jamais comme ça. Et c'est vrai aussi bien en science-fiction qu'en mainstream. Et donc, je trouve que là, Un Champ de Pierre, au départ, juste pour le dire pour ceux qui n'ont pas lu, mais pour que qu'on ne soit pas en train à la fois de spoiler, parce qu'il y a des choses qu'on peut spoiler, même si c'est pas probablement le roman de Banks qui repose le plus sur le suspense narratif, mais il y a quand même plein de choses qui seraient dommage de dévoiler. Mais bon, au départ, il y a un château qui appartient à des aristocrates. Alors, c'est insitué. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas en termes de temporalité exactement quand ça se passe. C'est une sorte de futur proche. Pas sûr. Ça pourrait être un passé proche. Il n'y a rien qui est de l'ordre en termes de... Il y a des avions, mais il n'y a plus d'essence, donc il n'y en a plus qui passent dans le ciel depuis longtemps. Il n'y a pas de marqueur technologique, en tout cas, qui dirait on est dans la science-fiction parce qu'ils ont des lasers. Non, ça c'est sûr que non. Mais voilà, c'est... De toute façon, dans une situation politique et sociale suffisamment pourrie, n'importe quel pays développé aujourd'hui, de toute façon, la guerre qui a déchiré l'ex-Yougoslavie, ça pourrait être, c'est une queue de guerre. Alors ça pourrait être aussi en Écosse. Ça pourrait tout à fait être en Écosse, à la fois à cause des paysages, d'autre part parce que on sait qu'Ian Banks est quand même très complice depuis toujours avec Ken MacLeod, et qu'ils se sont souvent rendus des hommages réciproques au fil des romans, et que Ken MacLeod, lui, a fait des trucs de guérilla en Écosse, de guerre civile anglaise, et Banks a aussi joué avec ça, mais il s'est bien gardé de nous dire ça se passe à tel endroit et ça se passe à telle époque. C'est une guerre civile, en tout cas, ça c'est sûr,
il y a peut-être des composantes de guerre générale, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des gens donc, qui fuient, il y a de l'exode, avec des côtés très 1940, la débâcle, les gens avec leurs charrettes, leurs voitures, leurs gazogènes, enfin tout ce qu'ils ont pu trouver comme combustible qui sont là sur la route. Et puis autour, il y a un tas de forces, des bandits, des militaires plus ou moins débandés, des milices. Et donc il y a cet aristocrate qui est le narrateur, qui est incroyable, qui est Abel. Ouais, sa sœur Morgane. Et sa sœur Morgane. Sans eux. Alors voilà, sans eux, c'est important parce que... Non, jamais. Il s'adresse à lui tout le temps. Mais c'est difficile en plus en français, là pour le coup, on parlera tout à l'heure sur les difficultés de traduction, mais c'est vrai que Morgane est un prénom qui là pour le coup est vraiment ambivalent en anglais. En français c'est plus délicat parce que Morgane n'est pas vraiment un prénom français, enfin Morgane sans eux n'est pas vraiment un prénom masculin en français, quoi. Même si c'est possible. Mais... Alors qu'en anglais il y a une ambiguïté supplémentaire, on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, c'est un paysage de guerre civile. Et c'est cet aristocrate, donc il a quitté son château séculaire, qui est celui de sa famille depuis on ne sait combien de siècles. 400 ans au moins, je pense, parce qu'il le précise un moment. Et puis ensuite, quand on est dans le château, avec il y a de la matière, il y a de l'histoire là-dedans. Mais bon, ils sont sur la route, partent, et puis ils se font attraper en fait par une milice, une petite bande. D'ex-militaires probablement, parce qu'il y a quand même un professionnalisme qui font que c'est pas des bandits de grand chemin. Pas sûr que ce soit une milice. On sait pas trop. Non, on voit un reste d'armée régulière, mais bon voilà. On dirait des corps francs. Oui, ce genre-là. Corps francs, ouais, ça correspond. Mais il y a un professionnalisme. Oui, ils ont été militaires. Ils ont été militaires, ils ont été organisés. Et qui est dirigé, c'est pas anodin, par une lieutenante, enfin un lieutenant, mais qui est une femme, et qui donc les ramène au château. Parce que ce château, ça lui semble un bon endroit pour tout un tas de choses. Qui s'appelle loot en anglais. Loot comme piller. Piller. Que c'est un peu emmerdant à traduire, donc bon, vous verrez comment ça a été négocié habilement ou pas très habilement dans l'ouvrage. Mais voilà, c'est à la fois une loot, elle y fait référence plusieurs fois. Elle dit qu'à la fois c'est loot, c'est aussi l'instrument. Il y a plein de nuances et son personnage est aussi variable et aussi ambivalent, évidemment, que les c'est le nom qu'elle s'est choisi, d'ailleurs. C'est le nom qu'elle... Alors, tout son corps franc, elle explique que tous ses collègues de corps franc portent un nom, une sorte de nom de code, qui est le nom... Ils ont renoncé à leur nom antérieur, ils ne veulent être connus que par ces noms-là. Donc il s'appelle Ghost, il s'appelle Karma, il y en a un qui s'appelle Karma, il y en a un qui s'appelle... vous allez trouver tous ces noms, tu verras peut-être, je ne sais plus si on y fera allusion, enfin bon, donc voilà, on est dans une espèce d'indécision. Ce qui est très cohérent aussi avec des troupes, alors, qui sont peut-être pas des troupes d'élite d'ailleurs, ça on n'en sait rien, mais en tout cas qui connaissent leur métier, parce qu'il y a un tas d'éléments, un truc que... Voilà, c'est pas des amateurs. Non, c'est des... Ils sont confrontés à un moment donné à une troupe de pillards et il leur faut 2 secondes pour les liquider. Il y a pillards. Ça, c'est une chose qu'on trouve beaucoup chez Banks. C'est marrant parce qu'on le trouve aussi bien dans sa SF que dans son mainstream. Il y a toujours, quand il y a à jouer sur une dimension de professionnalisme, c'est quelque chose que Banks sait très bien faire. Parce que c'est marrant, moi je l'oublie souvent que Banks, avant de devenir écrivain, il a toujours été écrivain, on sait, il a écrit très tôt, il n'a pas été publié très tôt en revanche, mais il a écrit très tôt. Il avait beaucoup de choses à produire, mais il a été technicien sur plateforme pétrolière, il a été employé d'un cabinet d'avocats, il a été responsable technique dans une usine de production d'ordinateurs IBM en Écosse. C'est quelqu'un qui connaît vraiment l'univers professionnel de première main. Et puis il y a une affection toujours pour la technique chez lui, une affection physique, une affection charnelle pour le travail bien fait. Je veux dire qu'il y avait du travail. Mais c'est cette petite troupe de corps francs, il y a un professionnalisme, il y a un côté travail. Et il ramène nos amis, il ramène les 2 aristocrates, Abel et sa sœur, au château, où ils vont les garder comme une espèce d'otages de luxe.
en attendant la suite. C'est très mystérieux ce statut d'ailleurs, parce qu'ils sont otages, mais ils sont pas monnayables. Donc en fait. Il y a pas mal de choses dans ce statut. Enfin, c'est très étrange. Oui, sa sœur aussi. Oui, il y a aussi Oui. Sa sœur et sa. Oui, sa sœur et sa. En fait, toutes les. On est dans assez vite, donc c'est pas. Tous les rôles sont. Toutes les attributions de rôle dans cette histoire sont particulières, puisque. Puis ça bouge. Ça bouge, et puis déjà on a une guerre dont on ne connaît pas les enjeux, et apparemment il n'y a plus d'enjeux dans cette guerre. Donc qu'est-ce qu'ils attendent, à part personne va gagner, personne va perdre, mais en même temps la guerre s'arrête pas. Donc il y a un surplomb quand même qui est très noir, très nihiliste. Et tous les rôles, que ce soit les rôles sociaux ou les rôles sentimentaux, sont des rôles assez mouvants, assez indécidés, et au même titre que cette guerre, ils ont perdu leur destination, leur but ou leur raison d'être, donc finalement ils n'arrêtent pas de s'effondrer au fur et à mesure. Qui représente quoi, qui fait quoi, c'est extrêmement... c'est plus que des jeux d'ombre successifs, ça s'échappe tout le temps, ça marche pas. Il y a une... Et puis je louche sur ta feuille et je vois que tu vas lire la chose sur la saleté. Et en fait, le livre aussi est complètement ancré, ce qui est une dimension qui est splendide et qui est vraiment magnifique à traduire, qui est complètement ancré dans la terre. C'est pas la terre au sens, mais la terre au sens la boue. Cracra, la boue, la vase, la pierre, tout ce qui est toutes les formes organiques, toutes les formes que prend le socle sur lequel nous vivons. Et ça, c'est complètement, ça ancre le livre dans une sorte de très longue histoire auquel par la suite le narrateur, qui est une sorte de philosophe malheureux, fait allusion régulièrement à des univers. Et c'est une dimension qui est présente aussi par exemple dans Fearsome Engine, une dimension cosmique. Elle vient par la terre ici, elle vient vraiment par la terre, la crasse, la bouasse, tout ce qu'on veut, enfin c'est très... Il fait remarquer la saleté sous les ongles du lieutenant. Du coup, on va peut-être lire cet extrait. Après j'arrête de loucher sur ta feuille. Non, c'est bien, ça facilite. Je la rapprocherai. Ma propreté fanatique était le symbole de l'adoration que je portais à ma mère, et la reconnaissance, l'expression même de notre supériorité. C'était un acte de foi dont ma mère découvrit avec un total effroi qu'elle ne pouvait l'inculquer à d'autres personnes de notre rang. Je connaissais des gens de notre classe, d'aussi bonnes, d'aussi anciennes familles, et pourvues de terres aussi étendues que les nôtres, qui, du point de vue de ma mère, trahissaient leurs conditions en vivant aussi misérablement, ou en tout cas aussi salement, que les paysans de leurs terres, qui, pieds nus dans leurs fermes au sol de terre battue, ne changeaient jamais de vêtements. Je connaissais des gens qui, propriétaires d'une demi-comté, avaient plus de crasse sous les ongles que ma mère n'en aurait accepté sous une fenêtre, dont l'haleine et l'odeur corporelle étaient si fortes qu'il était possible de remarquer leur passage dans une maison 6 ou 7 heures plus tard, et qui, hormis en quelques rares occasions, revêtaient des frusques si rapiécés, si déchirés, si misérables qu'il fallait signaler aux nouveaux domestiques de ne pas les déposer dans la première poubelle venue. Cela à bout de bras, le nez pincé, lorsqu'ils les découvraient dans la maison. Circonstance rare, cela dit, leurs propriétaires ne les autant que très rarement. Ce relâchement dégoûtait ma mère. Bien sûr, il était facile de vivre à son gré quand personne ne vous en fait le reproche, et que vos revenus ne sont soumis à aucune sanction sanitaire. Mais c'était bien là le problème. Si les pauvres étaient crasseux, ce n'était pas de leur faute. Les riches, quant à eux, n'avaient pas d'excuses. Et prétendre vivre heureux dans une auge qui eût fait rougir un cochon était une insulte tant à ceux qui, comme ma mère, étaient attachés à la vraie foi de l'hygiène immaculée, qu'à ceux qui n'avaient pas la bonne fortune de pouvoir y adhérer. J'avais en la matière les mêmes idées que ma mère, parfait reflet des siennes. J'en demeurai son disciple, attentif, jusqu'à ce que, par un jour du début du printemps, j'avais alors 9 ans, j'en vinsse à me retrouver seule dans les bois du nord, de notre domaine. Après une discussion mouvementée avec ma mère et mon précepteur, une fois mes leçons finies, j'étais sortie en courant du château, sans voir les nuages de pluie qui approchaient de l'ouest. Le vent me surprit sous les arbres encore nus. La tempête sonore agitait leur fête. Ce n'est qu'alors que je rebroussai chemin, remontant le col de mon mince manteau et cherchant dans mes poches des gants qui ne s'y trouvaient pas.
puis vint la pluie, se précipitant en froide fusillade entre les branches des arbres aux vastes feuilles. Alors, pointant à peine, bourgeon vif, tranchant sur la monotonie des branches brunes, je maudis ma mère et mon précepteur. Au plus bas de l'itinéraire que j'avais choisi, se trouvait un talus raide, suivi d'un fossé profond. Il me fallait les franchir avant de retrouver le chemin. La pluie me ruisselait sur le visage, et je dus cligner des yeux, à la recherche que j'étais d'un autre passage. Las, de chaque côté, talus et fossé se poursuivaient. Impossible d'y échapper. Je décidai de le franchir d'un bond. Mais alors que je prenais mon élan, le talus s'effondra sous moi, et je dégringolais en battant désespérément des bras, le long de la pente boueuse. Dans ma chute, je heurtai plusieurs souches, et fus projeté de l'autre côté du fossé. Le choc me priva de mes forces, et je me cognai le crâne sur une pierre. Anéanti, privé de mes forces et de mon équilibre, je ne pus m'empêcher de rebondir, atterrissant pour finir dans les profondeurs obscures et maculées du fossé. J'y restai un moment étendu, doigts enfoncés dans la glaise, visage collé dans la boue puante. Je m'arrachais aux crampons visqueux de la terre, crachant du nez et de la bouche son jus infâme, et m'étouffant à demi, tout en rejetant ces mucosités froides. Il me fallait respirer. Entre ces crachotements et ces éructations, contraindre mes poumons à fonctionner tandis qu'un terrible vide que je ne pouvais combler s'installait dans ma poitrine ou mon cœur. Je ne sais pourquoi je me mis à rire. Certes, je toussais encore, mais voilà, je ris aussi, pleurais, secouais la tête, puis me laissais tomber dans la boue, brunâtre, me rendant à elle, esquissant son piège visqueux, des mouvements de natation en essayant de la ramener à moi, l'écrasant entre mes doigts, la portant à mes lèvres, l'étalant sur mon visage, la buvant, et je commençais à ôter mes vêtements gorgés d'eau, me libérant, la peau humide de leur étreinte, les arrachant à ma peau. Irritée, excitée par leur étouffante résistance, jusqu'à me retrouver nue dans la glace froide, m'y roulant comme un chien dans les ordures glacées, lourd mais rugissant de rire, m'enduisant le corps de cette substance, si bien stimulée par sa caresse visqueuse, que le froid et la pluie perdirent la bataille contre ma fièvre naissante. Bientôt je fus à genoux, au fond du fossé, couvert de ma boue, et Pi, pour la première fois de mon existence, me masturbait. Découverte de la boue. Alors là c'est vraiment c'est Vendredi et l'âme du Pacifique. Hein, oui. Ou c'est aussi du Genet, ou du... C'est du Genet, mais c'est aussi du Proust. Il y a un passage dans Proust où il découvre, je ne sais plus quelle odeur de buisson. Et alors c'est écrit très différemment, mais il est ému par l'odeur du buisson et il court se réfugier dans les toilettes de sa maison. C'est dans Proust aussi. Donc à Proust, il y a Genet et il y a Ian Banks qui peuvent s'extasier de la même manière sur les odeurs naturelles, la boue et les connotations érotiques de tout cela. Et le personnage, sans déflorer la situation, ne cesse de tomber dans des trous, dans des fossés, oui, dans des douves, dans des... Non. Ouais, clairement, il tombe beaucoup. Je pense qu'on va parler là maintenant d'écriture et donc de traduction, parce que c'est vraiment un des enjeux majeurs de ce roman. Mais je voulais juste dire une chose, parce que moi, à chaque fois, je suis heureux dans n'importe quel Banks quand je retrouve, enfin voilà, dès qu'on en a lu quelques-uns, on sait qu'il y a toujours chez Banks une trame, des éléments qui sont des constantes, hein, parce qu'il y a ce côté, je joue avec mal écrit sous mon lecteur, je vous propose, il y a un côté Muleta, enfin c'est, voilà, vous connaissez la mécanique, hein, et pourtant, je vais encore réussir à vous surprendre et à vous faire quelque chose, parce que, comme il le confesse dans pas mal d'interviews, Ian Banks, il a vraiment... en tant que narrateur, enfin en tant que constructeur de narration, c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant, qui veut qu'il y ait du suspense, qui veut qu'il y ait de la surprise, qui veut que, qu'il y ait le shock and awe, vraiment de façon forte. Il y tient. Il a horreur qu'on spoil sur parce qu'il dit, moi je me fais un mal de chien à faire des surprises, donc faut pas les raconter, c'est quand même pas sympa. Et c'est un auteur qui insiste sur ça tout le temps, quoi. Donc voilà, j'essaie de pas en faire, mais ça peut arriver. C'est le chien qui a fait le coup. Non, mais ce que je trouve super, c'est qu'il y a toujours, en revanche, ça, c'est pas un spoiler, c'est que chez Banks, il y a le poids qui est potentiellement toujours monstrueusement délétère d'un passé, mais c'est vrai dans toute sa SF, c'est vrai dans tout son mainstream, ce passé, il est là, et le narrateur, en fait,
il nous ment toujours, mais pour un tas de raisons complètement différentes. Le narrateur, parfois, il nous ment parce qu'il n'en sait rien, en fait. Ça, c'est typique dans The Crow Road. Ce qui fait tout le charme de The Crow Road, c'est que le narrateur, il n'est pas au courant, quoi. Il s'est passé plein de choses dans sa famille, dans son histoire et tout, mais lui, il ne sait pas. Il y a un peu de ça dans Steep Approach Sugar Badel, où, pareil, le mec, il sait des choses, mais il ne les sait pas. Enfin, après, il y a parfois le narrateur, il ne le dit pas parce que ça le gêne d'en parler. Enfin, ça le gêne. Il est souvent en mode de monologue, hein, donc il ne va pas se dire à lui-même des trucs qui font mal, mais on devine qu'il sait, mais il ne nous le dit pas. C'est frustrant, mais il n'a aucune raison de nous le dire. Nous, on n'est pas là. Enfin, il se parle à lui-même. Et ça, c'est typique dans Stone Mouse, où des choses, il n'a pas besoin de le dire. Puis il y a des fois où c'est évident. Enfin, donc pourquoi il en parlerait? Pareil, tout le monde le sait. À part le lecteur, évidemment, c'est embêtant. Mais... Et là, c'est encore pire, parce qu'il s'adresse à sa sœur tout le temps. Et là, ce qui est texte très adressé à sa sœur. C'est un texte adressé à Morgane. Mais c'est aussi un texte qui tout entier, et on le sent dans ce texte, tu vois, qui est à la fois très charnel, mais qui est aussi sous le signe de l'affectation. Enfin, aussi, oui, bien sûr. C'est quand même. Alors, oui. il y a tout un enjeu du langage, c'est ce que disait Banks à propos de ça, c'est qu'il n'y a pas un seul roman de Banks où le langage est autant une arme, une arme de lutte, et notamment de lutte des classes, que dans Un champ de pierre. En tant qu'aristocrate qui voit son château occupé par un corps franc, des militaires plus ou moins barbares, oui, il surjoue son rôle d'aristocrate élégant et inutile. C'est quelqu'un qui il a des bras, on voit bien qu'il est capable de les utiliser, mais à aucun moment il se refuse à toute fonction utile et multiplie une espèce de long discours extrêmement travaillé, extrêmement écrit, de mise à distance de ce qui se passe autour de lui, mais aussi de mise à distance de ce qui lui arrive à lui. C'est-à-dire que la préciosité de la langue est une manière pour lui de mépriser totalement le monde tel qu'il est devenu, probablement tel qu'il était avant aussi, et de s'en extraire et de s'en désintéresser. Et quand il est actif, parce que ça lui arrive, on ne va pas spoiler, quand il travaille avec Jon Snow par exemple, il jure comme un chartier. Non, mais il prétend que c'est par hasard, finalement, quasiment. Oui, il y a plusieurs scènes où il fait semblant de ne pas savoir faire ce que son caractère d'aristocrate lui enseignerait. Il rate exprès, comme dirait notre ami Beckett. Il rate exprès un certain nombre de choses où on attend de lui un comportement d'aristocrate rigoureux, et en fait il va... Il y a une autre dimension dont Ian Banks fait part dans un des derniers entretiens qu'il a donné avant sa mort au Guardian, et une petite anecdote avec Ken MacLeod justement. Il parle à son intervieweur, il parle du champ de pierre. Il dit, je pense, il commence par dire que son meilleur roman à son goût, c'est The Bridge, donc Entrefer, c'est très très bien. Et le pire, Canal Dreams. Je pense qu'il n'est pas traduit. Non. On voit son nom. Il n'est pas encore traduit, ouais. Voilà. Et après, il parle de Song of Stone, violoncelliste de Canal de Panama. Oui, pour dire que avec Song of Stone, il y a une certaine élégance, et il explique que c'est le roman où il a utilisé le langage de la manière la plus poétique qui soit. Donc il raconte une anecdote avec Ken MacLeod. Je me souviens plus exactement où c'était. On parlait d'un champ de pierre, et l'autre, il buvait à trois, et l'autre, le troisième individu, dont il ne se souvient plus le nom, dit qu'il n'avait pas lu. Et ce gars demande à Ken, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ken réfléchit et dit, vous savez ce qui se passe à la fin de ces nouvelles de Ian Banks, où tout ce qui vous paraissait assez clair jusqu'ici se désintègre, et il vous reste sur les bras ce genre de discours très intense où il déploie tous ses adjectifs et ses big guns, toute sa force littéraire. Et ben, avec le champ de pierre, tout le roman est comme ça. Le champ de pierre, tout le roman est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une densité de langage
en tout cas à traduire, des fois c'était bien, c'était de la glaise encore, c'est de la glaise qu'il fallait... tout le roman est comme ça. Donc il explique, Ian Banks explique que Un chant de pierre à l'origine était un poème. C'était un poème. Voilà. C'était un poème de 70 pages qui est maintenant qui a été publié, puisque Ken MacLeod, dans son exécution testamentaire en fait, de Ian Banks, en fait, a publié donc, les poèmes qui étaient inédits, mais en anglais. Donc c'est un assez gros volume en fait, qui est paru il y a 2 ans et demi. Et donc on peut retrouver là-dedans. Et donc on trouve le poème qui était à l'origine en fait de Champierre, qui était effectivement un poème narratif épique d'à peu près 75 pages, où on retrouve certaines des expressions, ou certains des vers en fait qui sont trucs, et qui a été écrit en fait quelque part entre The Bridge et Espedia Street, donc vraiment presque 10 ans plus tôt en fait, avant que ça ressurgisse. Et dans une interview de l'époque, Ian Banks disait voilà, ce que j'ai essayé de faire du point de vue du langage dans Un chant de pierre, c'est partir de cette base poétique, mais pour expérimenter comment je pouvais faire construire une langue qui soit une arme de classe, et donc une langue qui donne l'impression d'être satisfaite d'elle-même. Oui et non, parce qu'en même temps, elle est toujours à la limite de se casser la gueule. Qui essaye sur les autres d'avoir cet aspect-là. Et en même temps, enfin, c'est ce qui fait la beauté de... Enfin, je trouve, une des grandes beautés d'un chant de pierre, c'est que on discerne au bout d'un moment, effectivement, ce peut-être à quoi joue cet aristocrate, ce à quoi il est confronté, et puis on le voit, en fait... Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va échouer? Donc en fait, on retrouve un élément de suspense complètement inattendu. C'est-à-dire que le combat, oui, c'est un combat de guerre civile. C'est assez. Là où pour le coup j'ai trouvé que la narration était assez perverse. Alors ça va être compliqué de pas spoiler. C'est que au début on se dit c'est un roman de guerre et le narrateur en fait il doit être super fort. C'est Philippe Noiret avec dans ce film étrange là. Oui, dans son château, et les Allemands arrivent, le vieux fusil. Mais non, c'est pas ça. Non, Alexandre... non, pas Alexandre le Bienheureux, le vieux fusil plutôt. Plutôt là où tout le monde meurt. Oui, le vieux fusil, c'est dans son château, les Allemands arrivent, ils tuent tout le monde. Et puis après, c'est des Allemands. Oui. Non, mais tu des Allemands et tu des nazis, c'est pas pareil. Oui, mais lui est un aristocrate. On ne sait pas trop la lieutenante et ses cohortes sont peut-être... Nazis? Non, c'est pas le genre. C'est plus indécidé que ça. C'est plus. Non, c'est des communistes. Oui, c'est des communistes. Mais au final, c'est là où on se dit ah ça va être un roman d'action, puis après on se dit non en fait ça va être le désert des Tartares, puis après on se dit non finalement ça va être peut-être comme de la science-fiction, il va se passer. C'est-à-dire qu'il est en permanence en train de nous amener sur des pistes de frustration en fait, puisque le narrateur ne fait jamais ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse, que ce soit en bien ou en mal en fait. Il n'est jamais dans la réponse logique ou dans la réponse active. Il suit sa logique. Il est dans une réponse suit sa logique, il est dans sa logique. Il est dans une réponse complètement organique. Il est dans quelque chose de très organique, et quand même je trouve qu'il y a ce côté, il est le seul à avoir pris la mesure de cette guerre qui n'a plus de but et où en fait les choses n'ont pas de sens. On est dans un univers qui n'a plus aucun sens. Et il est là, avec son vocabulaire, son verbe et sa narration très élevée, il est un peu cette espèce de grand nihiliste narquois qui n'accorde absolument aucun sens à tout ça et qui du coup... C'est dit différemment par sa femme, c'est-à-dire que lui a le verbe, elle a le geste, c'est-à-dire qu'au début du roman, sans spoiler... Sans spoiler, c'est-à-dire qu'au niveau de sa gestuelle, il y a quelque chose qu'elle fait au début qui veut tout dire et qui prédit la fin. Ça aussi. Elle le fait. Voilà, elle le fait dans les gestes, lui dans le verbe. C'est marrant parce qu'il me vient une sorte d'équivalence qui est en même temps vraiment décalée et pas très appropriée, mais c'est à cause des nazis, je pense. Pardon, c'est ma lubie. Oui. Il y a une brutalité effectivement et un caractère boueux et organique qu'on retrouve à peu près uniquement dans l'horrible film de Klimov, là, Massacre, Requiem pour un massacre. Ouais.
enfin l'horrible, l'horrible et magnifique, le démentiel, assez boueux en effet, mais totalement boueux et avec ces apparitions d'animaux très étranges, avec avec des éléments d'étrangeté qui sont en même temps parfaitement organiques et logiques, quoi. Enfin logiques suivant la dynamique du récit. C'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps j'y tiens. Pas tant que ça, je pense, parce que 3-4 ans avant son décès, Ian Banks, en fait, quand il reparlait d'écriture et de langue, il disait qu'il y avait quand même, au fond, que 2 romans où il avait, lui, tiré sur la corde du langage le plus qu'il pouvait, et qui était Effroyable engin, parce qu'il pensait réellement que et ce que montre vraiment magnifiquement la traduction, c'est que pour résoudre le problème cosmique en fait qui est posé et qu'on ne découvrira pas, donc on ne vous dira pas de quoi il s'agit, parce que c'est l'enjeu du roman, hein, c'est quoi le problème qu'il a à ce monde-là, enfin le nôtre, hein, mais qui est en train de crever, quoi. C'est qu'il fallait 4 narrateurs différents, et que ces 4 narrateurs, enfin ces 4 points de vue, c'est pas nécessairement des narrateurs, mais ces 4 points de vue avaient besoin d'un langage particulier, parce que le langage participait justement à la mécanique de ce qu'il y avait à construire et reconstruire en permanence. Et l'autre, c'est un champ de pierre. Il dit, là, effectivement, il fallait vraiment que j'arrive. Et il disait, c'est peut-être un peu de fausse modestie, mais qu'il n'était pas complètement parvenu. Qu'il avait essayé, mais qu'il n'y était pas allé. Mais il y a eu ce travail vraiment de faire sentir au long cours au lecteur qu'il se passait quelque chose avec la langue, que ce n'était pas innocent la façon dont ce narrateur s'exprimait, dans la façon dont, effectivement, il balançait à la gueule de ses interlocuteurs des choses. Il en garde beaucoup pour lui, qui se prend aussi un peu les pieds dans le tapis. Et de plus en plus, quand le roman avance, il fait de plus en plus d'erreurs de langage, d'erreurs de comportement, d'erreurs de prise de décision. C'est une adaptation, tout simplement. Il y a un côté aussi où... c'est quand même aussi un roman de la déliquescence. Hein. Oui, c'est très marqué, ça. C'est un roman qui est terriblement proustien pour moi, pour ça. Enfin, c'est un roman vraiment de l'effondrement et de la déliquescence. Enfin, et donc, il y a quand même aussi un narrateur qui démarre à un certain niveau de maîtrise, et puis cette maîtrise, elle s'effrite, elle lui part dans les mains, même s'il n'y a pas d'intervention extérieure. Enfin, même là, il y a de l'intervention extérieure, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Dans la figure de l'aristocrate volontairement inutile, je repensais du coup au guerrier ou au militaire obsessionnel de l'usage des armes. On a à l'envers une espèce d'aristocrate militaire extrêmement efficace, mais qui va systématiquement se battre du côté des perdants. Les contes Cécine dans... Et on a la même figure dans Effroyable engin, où on a un aristocrate qui n'arrête pas de mourir. Pour reconstruire quelque chose, en revanche. Mais, sauf que lui, il sait à peu près pourquoi il le fait, Cécine, je pense. Oui, Cécine, il a une idée, mais dans l'usage des armes ou dans un champ de pierre, pas vraiment. On sait pas. Alors, ce qui est amusant, je le dis parce que moi ça m'a beaucoup fait rire, c'est que le militaire de l'usage des armes réapparaît de ci, de là dans d'autres bouquins. Il est entre autres dans Les Enfers virtuels, et il est encore du côté de ceux qui perdent, parce que c'est là que c'est le mieux quand on fait la guerre. Et il y a un côté comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de champ ténébreux et mélancolique qui est que la guerre, c'est pas fait pour être gagnée. Et là, il y a une prise de position qui est très subtile et qui est très politique aussi. La guerre, c'est le vaincu. Et le vaincu, ce n'est pas nécessairement le gentil ou le méchant, c'est le vaincu. C'est le moment où on perd. Si on est du côté des gagnants, c'est plus la guerre, c'est le après la guerre. Du coup, il y a un bouquin qui est... Enfin, je pars sur autre chose. Mais il y a un enjeu intéressant à ce niveau-là. Je crois qu'il y avait un enjeu qui m'est apparu plutôt après coup, qui est... Enfin, après, là, je suis désolé, c'est de la pure spéculation, c'est pas nourri par des interviews et tout, si ce n'est que Ian Banks étant un abonné de la New Left Review, il a certainement lu tous les articles de Roberto Schwartz, donc le critique marxiste brésilien, qui parle notamment de Machado de Assis, et donc notamment des mémoires posthumes de Brás Cubas. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, parce qu'il y a ce côté où tu as quelqu'un qui te raconte à quel point lui, aristocrate, grand bourgeois, en fait, a été vraiment malmené par le monde, ou
par le sort qui lui est vraiment hostile, que tout ça c'est vraiment dégueulasse. Puis en fait, de la façon dont il le raconte, il y a vraiment un travail narratif incroyable pour passer d'une empathie avec le personnage initial au fait que peu à peu, par petits dévoilements, se dévoile le fait que le type est quand même un gros connard et une grosse crapule, quoi, en fait. Mais que ça apparaît que peu à peu. Et il y a un travail, je trouve, il y a vraiment quelque chose de ça, je trouve, dans Champierre. Il y a une façon de laisser le lecteur constater peu à peu que ce narrateur, les gars, enfin, vous n'alliez pas lui confier quoi que ce soit normalement, mais non. Alors qu'au départ, il y a vraiment, il tape sur l'épaule, c'est la complicité, je suis le narrateur, vous pouvez me faire confiance, c'est par moi que ça va se passer, tout ce que je vous dis c'est vrai, j'ai raison, enfin, ma vision du monde est la vision du monde. Et je trouve que Banks joue avec ça d'une façon incroyable, quoi, pour que ça se délite aussi. C'est-à-dire qu'en même temps que la société se délite, les certitudes, le château, évidemment, le château se délite. Alors à ce propos, bon, ça c'est vraiment pour les très curieux ou pour ceux qui veulent faire des thèses sur Banks, mais il y a un article de Ronald Binns assez incroyable qui s'appelle Castles, Books and Bridges, Mervyn Peake and Ian Banks. Oh, qui est dans les Peak Studies. Studies. C'est très très bien. Et c'est un vrai bonheur, hein. C'est de la folie. Parce qu'évidemment, une des grandes références de la vie de Banks, c'est Mervyn Peake, pour qu'il a une admiration vraiment sans borne. Hein. Et non seulement ça l'a influencé, mais après il en a fait tout autre chose. Il n'évolue pas dans le même univers. Comment s'appellent les 3 tomes déjà? Gormenghast. C'est Gormenghast, mais donc Titus d'Enfer, Gormenghast et Titus Errant en français. Une espèce de ville-château figé dans le temps. Enfin, c'est un univers assez extraordinaire. C'est Phébus, hein. Phébus. Mais c'est paru en poche. Ouais, bien sûr. Dans les années... Oui, c'est vraiment... Il est magnifique. Oui, le texte est incroyable, et c'est vrai que bon, de toute façon, The Bridge, enfin Entrefer, était déjà, de toute façon, et c'est le troisième roman de Banks, c'était déjà un double hommage en fait à Alasdair Gray, qui est une autre des idoles de Ian Banks, un grand écrivain écossais qui a fait l'Anarque, notamment, pas que, mais notamment l'Anarque. Et c'est quelque chose qui reste présent dans toute l'œuvre de Banks, hein, cette double référence Gormenghast du côté d'un gothique qui n'est pas gothique, d'un gothique qui est justement avec des mises en abîme, avec un truc, et avec ce côté où le passé cruel, vicieux, bizarre, nourrit en permanence en fait. Il est quand même très probable que le château d'un Champierre devienne un château hanté. C'est assez vraisemblable. S'il en reste. C'est assez vraisemblable, s'il reste quelque chose. Si le chien n'a pas tout mangé à la fin. Le chien étant le coupable. Mais c'était pas le nazi? Non, c'est Jon Snow. Mais il y a une chose que j'ai trouvé magnifique, et ça je trouve pour avoir fait quelques allers-retours avec le texte anglais d'origine par rapport à la traduction, c'est que la traduction rend parfaitement une des grandes forces de cette langue qui se passe presque à l'insu du narrateur, hein, de mon point de vue, hein, c'est que alors qu'on n'est pas du tout dans du fantastique. Il n'y a rien de fantastique. À ma connaissance, il n'y a rien de surnaturel dans ce roman. Mais il y a une atmosphère qui est créée peu à peu, où il y a des choses qui planent. On est dans quelque chose qui plane. Il y a quand même une étrangeté constante. Et notamment, je trouve qu'il y a une capacité à créer un sentiment d'inquiétude, y compris dans les choses les plus anodines. En caricaturant... quand quelqu'un va chercher une bouteille dans un cellier, dans ce roman, on a le sentiment qu'il va se passer des choses atroces. Non, on a toujours le sentiment qu'il va se passer des choses atroces. C'est le roman du juste avant. On est en permanence juste avant. Et c'est assez et j'ai trouvé ça très très réussi, et que la traduction rendait bien compte qu'il y a vraiment une inquiétude permanente. Je parlais dans la 4e du Rivage des Cirques ou du désert des Tartares, parce que on est toujours juste avant le moment, mais il y a une tension permanente de mais quand est-ce qu'il va enfin y avoir, quand est-ce que ça explose, quand est-ce que le... il y a des explosions quand même. Moi, est-ce que tu veux dire quelque chose? Vas-y. Au-dessus des suppliciés, sur le mât,
La vieille peau de tigre des neiges ondule, lourde, dans la douce brise. Les 2 pattes de derrière ont été sommairement attachées au filin. La fourrure semble bien usée par endroits. La pluie qui s'est abattue sur nous ces derniers jours et accable encore les plaines du lointain la trempée. Elle est bien trop pesante pour la fonction que les hommes du lieutenant essaient de lui attribuer. La brise, aussi vigoureuse qu'elle soit, elle soulève à peine. Il faudrait un fort vent pour la faire claquer au ciel. Mais qu'une bonne tempête survienne, elle cassera sans doute le mât. Ce serait bien triste pour une relique familiale aussi ancienne. Mais comment aurait-elle fini sa carrière sinon? Jetée sur un tas d'ordures, brûlée dans je ne sais quel feu de joie. Finalement, ce n'est pas si mal. Le tigre des neiges frémit dans la brise tourbillonnante et verse quelques gouttes de pluie qui le gonflent sur les corps pendus en contrebas. Le temps froid a cet effet sur les trophées du lieutenant. Ils n'ont pas encore commencé à sentir. Je les abandonne, eux, et leur oriflamme, velue, à la contemplation fixe de toutes choses qui se balancent ou se suspendent, et poursuis mon long chemin sur les hauteurs crénelées du château. Et en fait, c'est comme ça qu'il obtient son effet d'étrangeté, parce qu'il c'est vraiment par l'utilisation poétique du langage, parce qu'il il écrit les choses d'une manière qui est toujours à la limite de la description naturaliste et de la de la nature et de la surnature. Il est complètement... avec plein d'objets bizarres. Avec plein d'objets bizarres. Les objets sont... Tout est décrit de cette manière, tout ce qui est dans le château et tout ce qui est en dehors du château aussi d'ailleurs, est décrit avec cette minutie qui finit par fabriquer des choses étranges. C'est dans la minutie, enfin c'est dans la précision insensée du regard que forcément les choses perdent leur forme et deviennent menaçantes. Donc il y avait cette... ça n'a pas grand chose à voir non plus, mais c'est les brillets... Non, pas les brillets, c'est Odilon Redon qui disait que ces visions n'étaient que le résultat d'un examen prolongé et minutieux de la réalité. C'est en regardant très soigneusement la réalité qu'on finit par voir ce qu'elle a de totalement non réel, quoi. Et je pense qu'on a un peu le même travail de telle précision, d'un scalpel langagier, d'une telle acuité qu'on finit par ouvrir à des choses inconnues, parce qu'elles sont en plus inouïes sur le plan du langage. C'est le propre d'une belle poésie, en fait. Et puis une grande froideur du narrateur qui met en coexistence là une peau de tigre des neiges suspendue à côté de 2 cadavres, et il les traite, 3 cadavres, et il les traite exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il constate qu'aucun de ces 4 oriflammes ne va battre au vent et que c'est quand même bien dommage. Et il n'y a pas de différenciation entre l'humain pendu et le mât qui risque de casser. Parce que sur le plan moléculaire, c'est sur pareil. le plan atomique, finalement, il y a une énorme différence entre la chose morte et la chose vivante. C'est des choses. Et puis je trouve qu'il y a des aspects de décalage dans le ton qu'utilise le narrateur qui va aussi essayer de jouer en fait de ce qu'il pense être ses forces, et donc effectivement de se vouloir froid en décrivant une réalité objective qui, pour des gens plus faibles que lui, serait effrayante, donc il n'est jamais effrayé. Non, jamais. Jamais. Il y a même les choses, enfin même sur un épisode particulièrement dur pour lui, même physiquement, il n'est pas effrayé. Il calcule, il est très... et à côté de ça, il fait quand même des espèces d'échappées lyriques, cosmiques, écologiques, où on retrouve toute une mythologie mentale du chasseur, de l'amoureux de sa forêt, qui va d'ailleurs avec le rôle d'éclaireur en fait, qui à un moment lui est confié. Ça c'est un spoiler, mais enfin je pense que c'est un spoiler mineur. Et je trouve que ce décalage justement, et il y a quand même une tentative forcenée de la part de ce narrateur pour essayer de maîtriser quelque chose qui lui échappe totalement, qui lui échappe depuis l'origine. Et après, moi je pense que Banks, dans tous ses romans, Banks il a fait 2 ans de psychologie à Stirling à l'université. Je pense qu'il adore en fait se marrer avec la psychanalyse en fait, et jouer, c'est-à-dire utiliser des... Je ne crois pas qu'il y croit très sérieusement, mais il aime bien jouer avec... regardez, prenez cette pâture psychanalytique, là il y a de la matière, et là il y en a, effectivement. Après j'arrête parce que ça spoil.
Enfin, il y en a un On paquet. peut pas en dire beaucoup plus. En fait. Je sais pas quel est le prochain Ian Banks qu'on va traduire. Je n'ai pas. J'ai toujours très envie de travailler sur l'essai autour du whisky. Oui. Wild Spirit. Mais du coup, c'est un essai. Il y a le texte abandonné du Seigneur des Guêpes qui s'appelle en anglais, The Wasp Factory. qui se traduirait plus littéralement par. L'usine à guêpes. Ouais, oui, donc pourquoi pas. Et je sais pas, il faudra qu'on Oh, parle il y a avec plein de un choses. peu Il y en a quand même une 7 ou 8 au moins qui sont pas. Il y a 8, franchement c'est beau, Ouais. 8. L'histoire de cette secte dont l'héroïne, celle qui peut peut-être redonner du sens à cette vision, est une petite gamine en fait, qui part à la recherche de son grand-oncle disparu. C'est incroyable. Sexy ça, hein. Ouais. Puis il y a The Steep Approach to Garbadell, Oui, qui est oui. vraiment magnifique aussi. Une histoire où là, le narrateur est quand même l'un des héritiers, mais un héritier clé Mhm. d'une dynastie de businessmen écossais, qui ne sont pas que des businessmen, qui sont des Écossais, qui sont les créateurs et propriétaires du plus grand jeu, en fait, ou presque mondial, un mélange de Monopoly et de comment décrire ça, et de Scrabble, enfin tellement c'est populaire, qui est un jeu de stratégie, enfin qui est un truc mais qui se vend à des centaines de millions d'exemplaires, donc c'est une grosse fortune, et il y a des questions sur les enjeux très techniques, hein. Le jeu vidéo, la première version est pas terrible, il faudrait qu'on change de partenaire sur le jeu vidéo, etc. Et c'est le moment où il y a une question de succession en fait qui se pose, et c'est un roman qui est très émouvant, qui est très pervers. On a trop de choix, Dans les romans gentils de Banks, pas très Non, bien. non, pas gentil. Bah, oui, c'est un roman gentil en fait, Ouais. qui est dur, enfin qui est. Parce qu'il y a des chats qui meurent. Non, C'est un roman gentil. Et il y a The Crow, évidemment, enfin, qui est peut-être le roman le plus emblématique, en tout cas, de la veine familiale écossaise de Banks, dont, au fond, avec des variations, parce que je pense que Banks a réussi à jamais se répéter. C'est-à-dire que même quand il y a des motifs, évidemment, qui sont présents, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans ses romans mainstream, je pense que c'est quelqu'un qui a su ne jamais se répéter. Même quand on se dit, bah oui, après tout, c'est une famille en Écosse. Oui, bah attends, ok, c'est une famille en Écosse, mais il y a moyen de faire pas mal de choses différentes. Mais The Crow Rose, c'est quand même un peu la matrice de ces histoires-là. C'est le type. Je vais pas raconter The Crow Rose. En plus, le film est franchement très bon. Enfin, la mini-série, en fait, est vraiment Ah, j'ai pas vu. Ouais. Quelle mini-série? The Crow Road, une mini-série de 6 épisodes, en fait, qui a été faite très fidèle au roman. Quoi? La foule? The Crow Road. The Crow, Ah, comme le corbeau, pardon. Le corbeau. La route des corbeaux, enfin, la route du Crow corbeau. Road, ok. La corne avait plutôt. Je suis désolé, mon accent, Non, il non, ne faut mais pas je compter sais sur moi. Hein. Sans rentrer dans les détails ornithologiques, c'est plutôt la corneille. D'accord, Le Ouais, Il n'y a pas beaucoup de corbeaux à proprement parler en Europe. Si, il y en a des grands corbeaux. Les Raven. grands corbeaux, ouais. Raven, Raven, les garçons. Après, bon, le vrai grand corbeau, c'est le héros de Hideo Furukawa par excellence, puisque dans le grand roman de Furukawa, c'est l'un des 4 héros principaux, c'est le corbeau. Alors je sais pas si c'est pas des corneilles de jungle. Ah non, c'est des grands corbeaux, et là, Des je grands t'assure, corbeaux, des vrais les grands corbeaux japonais. Le lieutenant fait tirer les grands rideaux pour masquer la fuite des lumières. Fort discrètement, elle autorise les hommes à se distraire tout en leur ordonnant de se relayer sur le toit, de peur que ce Raoult n'attire les importants. Les soldats remisent les fusils et grenades, ôtent leurs vestes, leurs cartouchières et autres équipements de combat. Dans les étages, les chambres, les armoires sont explorées. Une troupe apparaît dans l'escalier chargé de nos frusques et de celles de nos ancêtres. Robes, chemisiers, jupes, pantalons, vestons, étoiles, châles, et manteaux de soie, de brocart, de velours, de lin, de cuir, de vison, d'hermine, et d'une dizaine d'autres provenances animales. Peaux et fourrures sont lancées, happées avidement, enfilées, brandies avec quelque exigence, et endossées avec réticence. Des femmes vacillent sur des hauts talons, on leur fait porter des bas, des gilets à basques et d'antiques corsets. Une collection de chapeaux est produite. Les soldats et leurs cavalières se coiffent de plumeaux et de plumes, de haumes et de voiles. Des couvre-chefs collectés sur 2 ou 3 continents dansent sous les lumières vives. Quelques hommes endossent des morceaux d'armure.
en faisant teinter le métal. S'évertuant encore à danser. 2 autres, dans le vestibule, font semblant de se battre à l'épée. Hilar. Les lames font courir des étincelles sur les murs nus. Ils lacèrent un tableau, essaient de couper les chandeliers en 2. Le lieutenant hoche la tête et leur ordonne de ranger les sabres avant qu'ils n'attendent à leur jour ou à ceux de la compagnie. Je me dirige vers l'escalier pour te chercher, ma chère. Mais le lieutenant, sourire aux lèvres, un verre à la main rempli jusqu'à la coupe, m'attrapa le poignet alors que j'ai le pied sur la première marche. Ils ont commencé à décrocher les portraits des murs, découpant de visages, collant leurs visages rougis dans ces orifices. L'un essaie de danser vacillant, déséquilibré, avec une statue de marbre blanc, nu, scintillant, parfait. Une 4e grâce. Il trébuche, perd sa cavalière au milieu des hurlements de rire. Si bien que la statue tombe, accompagnant le soldat dans sa neigeuse et patiente sérénité. Elle heurte un rebord de fenêtre, se brise. La tête roule dans un coin. Les 2 bras sont cassés. Les compagnons du soldat la relèvent et collent la tête de la statue sur une armure sans casque. Un gaillard s'est juché sur le cerceau le plus large du lustre et se balance dans les scintillements musicaux des cristaux et des ampoules, faisant craquer le colosse à son point d'ancrage là-haut sur le plafond. Les vierges et les matrones de campement, naguère outragées, à présent tourbillonnent, vacillantes, craquetant, ivres, et ouvrant lèvres et cuisses sans vergogne pour donner du plaisir aux hommes du lieutenant, lesquels sont plus nombreux maintenant à se battre à l'épée. Un instinct de conservation les conduisant pourtant, non sans sobriété, à se servir d'armes encore serrées dans leurs fourreaux. Dans la cour, soit le regard amer d'hommes, 2 fois dépossédés, amassés de l'autre côté de la herse, des soldats cassent une bouteille de vin sur le canon qu'ils baptisent le membre du lieutenant. Un cri. Voilà qu'on ôte la housse du piano, à queue de la salle de bal. Un soldat tire le tabouret à lui, s'assied, fait craquer ses phalanges, et quelqu'un a baissé le son de la musique. Avant de lever l'aiguille, se met à jouer un air sentimental, laborieux et discordant. Je grince des dents et me saisis de 2 ou 3 bouteilles. Les réserves ont été renouvelées. Apparaît une guitare, une femme se propose d'en jouer. Un tambour drapé des couleurs d'un régiment est arraché au mur. On convainc le jeune Roland de bien vouloir frapper sur sa peau vénérable. Le trio, soldats domestiques réfugiés, joue sans surprise, faux, fort et furieusement. Le lieutenant revient en ta compagnie. J'abandonne le verre que j'avais à demi rempli pour vous regarder. Tu as enfilé une robe. Une robe de bal en satin bleu vert, de longs gants couleur topaze, relevé tes cheveux, cerclé ta gorge d'un sautoir en diamant. Le lieutenant aussi, elle s'est changée. Elle porte un pantalon noir, une queue de pie et une cravate noire. Peut-être n'a-t-elle pu dénicher ni eau de forme, ni canne. Un de mes costumes, un peu grand pour elle, mais elle n'a pas l'air de s'en formaliser. La musique marque un moment d'arrêt. Le pianiste s'est levé pour vous regarder entrer toutes les 2. Les hommes du lieutenant sifflent, poussent des cris de joie, applaudissent. Elle s'incline en une révérence exagérée, acceptant leur lasie, reprend un verre de vin, t'en offre un, puis nous prie de poursuivre nos occupations.